Bonjour à tous. Je vois qu'on est à peu près le même nombre qu'hier. Euh, alors j'ai eu des messages, hein, et c'est tout à fait normal sur des problèmes de connexion que certains rencontrent. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le gros problème des classes virtuelles. Donc j'ai pu mettre hier les enregistrements, hein, des sessions de jeudi dernier et d'hier, de lundi. Voilà, celles et ceux qui ont du mal à avoir des connexions stables ou qui ratent la session parce que justement ils n'ont pas réussi à se connecter, vous pouvez profiter entre guillemets, hein, donc de la vidéo de l'enregistrement sur YouTube normalement sur la chaîne, et je vais essayer de les mettre régulièrement pour qu'il n'y ait pas de difficulté à accéder au contenu. Voilà, mais évidemment le problème c'est que ça peut vous empêcher certains de poser des questions, donc dans ce cas-là n'oubliez pas que vous pouvez aussi fonctionner par mail. Pour donc le cours d'aujourd'hui, on est passé dans la troisième partie du cours sur les migrations et leur analyse économique, analyse à la fois des causes des migrations et des conséquences des migrations. Alors, c'est vrai que là j'ai pris un point de vue plutôt de l'analyse économique, et j'essaierai d'intégrer malgré tout aussi quelques éléments de sociologie, sociologie de- des migrations, sociologie en particulier de l'impact des migrations sur les espaces de départ et d'arrivée. Voilà. Donc on peut croiser assez facilement les disciplines sur cette question. Le cours d'aujourd'hui, donc c'est le grand 3 petit 1. Il n'est pas tout à fait achevé parce que je compléterai un petit peu la semaine prochaine un point sur les migrations, notamment au 19e siècle, qui ont été très très intenses. Mais là, je manquais à la fois de temps et puis, encore une fois, ça faisait un cours assez volumineux. Donc je le garde pour la semaine prochaine. Alors, je vais mettre le cours donc sur le tableau et puis on va voir s'il y a des questions qui se sont posées sur ce cours d'aujourd'hui. Hop. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions que vous pouvez poser soit par le chat, soit en prenant la parole avec le micro, et je vous laisserai la parole. J'attends juste quelques secondes, une petite minute, voir s'il y a des questions qui sont posées, et sinon je parcours rapidement le cours et les documents avec vous. Ok, alors Anaïs, je vais couper mon micro pour te laisser la parole et ensuite je répondrai à Anaël. Donc Anaïs, je te laisse la parole. Monsieur, quand on parle des migrations résidentielles, est-ce que c'est la même chose que migration interne nationale? Alors oui, voilà, tout simplement. Donc là, la réponse est simple, hein. Donc ces trois termes peuvent être interchangés. Migration interne, migration nationale. On pourrait dire aussi migration intranationale, hein, à l'intérieur du pays. Ou migration résidentielle. En fait, le terme de migration résidentielle, hein, c'est ce que je vous ai mis entre parenthèses ici. Le terme de migration résidentielle, c'est le terme officiel de l'INSEE, donc dans les documents de l'INSEE, dans les statistiques de l'INSEE, quand on dit migration résidentielle, c'est des migrations à l'intérieur de l'espace national, hein, donc d'une région à une autre au sein de la France, hein, puisque l'INSEE s'intéresse aux statistiques en France. Voilà. Alors maintenant pour ce qui est de la question d'Anaël, donc le point de vue de Lewis sur les migrations. Je vais remontrer le paragraphe à tout le monde. Alors, hop, je descends un petit peu. Ça fait partie des premiers modèles, hein, d'analyse économique des migrations. Alors Arthur Lewis, il s'intéresse lui à la situation des pays en développement. Donc il travaille plutôt dans les années 50, 60. À un moment, on le verra, où la question du développement, la question du tiers-monde est sur le devant de la scène, et donc Arthur Lewis s'intéresse beaucoup aux pays en développement. Et ce qu'il constate, Arthur Lewis, c'est qu'en fait, dans ces pays en développement,
il y a ce qu'il appelle une dualité ou un dualisme de l'économie, avec un secteur qui est très peu productif et qui emploie un grand nombre de personnes, et donc un secteur qui est plutôt agricole, vivrier ou de petit commerce, petit artisanat, et un secteur qui est plutôt urbain, qui lui commence à être plus productif et qui commence à connaître une forme de modernisation dans l'économie. Alors d'après lui, en fait, du coup, il est tout à fait logique qu'il y ait des migrations internes au pays, donc à l'intérieur du pays en développement, du secteur qui est peu productif et dans lequel il y a une main-d'œuvre abondante, vers le secteur qui est pardon, du secteur peu productif, c'est ça, vers le secteur qui est très productif ou qui est plus productif et qui a une main-d'œuvre moins importante. Et lui, il explique par les différences justement de productivité, et en particulier de productivité marginale. Donc c'est pour ça que chez Arthur Lewis, on est dans un raisonnement qui est vraiment un raisonnement de type néoclassique, de paradigme néoclassique, parce que les niveaux de salaire s'expliquent par les niveaux de productivité marginale. Comme dans le secteur moderne, la productivité marginale est plus élevée, la rémunération du travail va être plus élevée. Autrement dit, le salaire va être plus élevé. Et bien ce salaire plus élevé, ça va attirer, et c'est logique, des travailleurs supplémentaires. On est en plus, encore une fois, dans le paradigme néoclassique, donc on suppose que la mobilité des facteurs, elle est possible, elle est réalisable. Autrement dit, euh, ceux qui ont un travail ou qui ont du mal à trouver un travail dans le secteur informel et dans le secteur, disons, peu productif de l'économie du pays en développement, ils vont avoir tendance à se déplacer vers les villes dans lesquelles il y a des emplois plus productifs liés à la modernisation de l'économie. Hein, voilà. J'espère que c'est clair comme réponse pour toi, Anaël. Tu me dis si ça te convient. Très bien. Euh, J'attends de voir encore, enfin là, vous avez eu le temps éventuellement de noter les questions, donc je pense qu'il n'y en a peut-être pas forcément beaucoup plus qui viennent. Euh, je tiens à signaler hein, donc que l'analyse quand même de Arthur Lewis, c'est une analyse qui était censée être une analyse interne aux États, donc c'est à l'intérieur d'un pays, et c'est dans un cas très particulier qui est celui du cas des pays en développement, dont on va reparler dans les chapitres au mois de juin sur le développement. Mais souvent, on a pris son analyse et on l'a élargie à d'autres situations, et notamment aux migrations internationales. Donc pourquoi pas, mais c'était quand même pas le point de départ du travail de Lewis. Hein, son travail était un travail interne aux pays en développement. Voilà. Et on reverra son analyse de toute manière, encore une fois, dans les chapitres qui viennent sur le développement. Alors je remonte un tout petit peu, hein, donc sur les définitions, je pense qu'il n'y avait pas de problème particulier, sauf éventuellement la question que posait tout à l'heure Anaïs. Euh, Bien avoir en tête que les migrations sont un débat important, enfin engendre pardon, en général des débats importants et assez passionnés, mais que finalement elles ne concernent pas à l'échelle internationale un si grand nombre d'habitants que cela de notre planète, hein. Donc environ 250-260 millions de personnes sur 7,7 milliards d'habitants, hein, donc c'est finalement relativement faible. Euh, voilà. Alors évidemment, ce que je disais au début du petit 1, c'est que là, je m'intéresse plutôt du point de vue de l'analyse économique, autrement dit, on s'intéresse davantage aux migrations dites économiques et pas tellement aux migrations politiques, par exemple. Cela étant, même dans les migrations politiques, on peut intégrer des éléments de l'analyse économique. Je vous donne tout de suite une illustration ou un exemple. Dans les migrations politiques, alors on parle de migration politique lorsque les migrants en fait fuient une situation politique, hein, soit de persécution, de guerre, d'instabilité, etc. Or, dans ces migrations politiques, euh, on voit des facteurs économiques intervenir. Et de manière un peu schématique, mais c'est plutôt conforme à la réalité, euh, ceux qui vont fuir pour des raisons politiques euh, les zones de départ vont aller plus ou moins loin en fonction de leur capital économique, en fonction finalement de leur richesse de départ, on pourrait le dire comme ça. Les populations les plus riches vont être capables d'émigrer assez loin et dans les pays développés. Les populations qui sont elles plus pauvres et qui ont moins de capital humain en général
ont un rayon de fuite, on pourrait le dire comme ça, ou une distance de fuite qui va être beaucoup plus courte. On le voit assez bien, par exemple, pour les migrants d'origine syrienne depuis 2010-2011, hein, depuis le début de la guerre civile en Syrie, puisque finalement, la très grande majorité des Syriens qui ont fui le conflit ne sont pas allés très loin. Ils sont allés au Liban, ils sont allés en Turquie, donc dans les pays limitrophes. Et finalement, la proportion de Syriens qui a pu aller plus loin jusqu'à l'Europe, elle est beaucoup plus réduite. Voilà. Donc ça, je l'avais pas spécialement précisé dans le cours, mais c'est vrai que même pour des migrations non économiques, il y a des déterminants économiques qui permettent d'expliquer le choix de la destination ou le non-choix de la destination, hein, en fonction des moyens économiques dont les ménages et dont les individus peuvent disposer. Alors, Arthur Lewis, on l'a déjà réexpliqué, donc je passe rapidement dessus. Et ensuite, vous avez d'autres modèles de migration. Alors là, tous les modèles que j'ai présentés ici sont des modèles plutôt microéconomiques, à savoir qu'ils s'intéressent du point de vue de l'individu à ce qui peut expliquer, ce qui peut motiver la migration. Et en général, si on parle de migration économique, ben, la motivation, elle est économique. Donc c'est une motivation en termes de niveau de vie, de niveau de salaire en particulier, ou alors d'opportunités d'emploi aussi, parfois. C'est pour ça que ce petit 1, je le compléterai aussi la semaine prochaine avec les, comment dire, les motivations en termes de marché du travail, puisque vous pouvez avoir très bien des migrations internationales qui peuvent s'expliquer par le fait que des, des- des individus fortement diplômés dans les pays moins avancés ou les pays en développement euh, ont bien compris qu'ils auront plus de facilité à trouver un emploi qualifié et rémunéré dans les pays développés plutôt que dans leur propre pays. Ça, je ne l'ai pas encore indiqué dans le cours et je le ferai dans les prochaines séances. Donc là, il y a deux autres modèles hein, que j'ai indiqués. C'est le modèle de Todaro et le modèle de Jastat, hein, qui a un nom pas très commode à prononcer, euh, qui sont finalement quand même dans la continuité du modèle de Lewis. C'est-à-dire que les migrations s'expliquent par la volonté de rentabiliser au mieux son, en fait, son capital humain, c'est-à-dire ses capacités, ses diplômes, son savoir-faire. Todaro complexifie un peu le modèle de Lewis en disant que finalement ce que nous dit Todaro, c'est que l'information n'est pas parfaite et que le marché ne sont pas forcément équilibrés. Voilà, c'est ce que Todaro rajoute comme hypothèse par rapport au modèle de Lewis, hein. On est dans une information plus imparfaite et on a des marchés qui peuvent être déséquilibrés. Et dans les situations d'information imparfaite et de marché moins équilibrés, les individus continuent à faire des calculs rationnels, mais ils le font avec non plus des certitudes, mais plutôt des probabilités ou des espérances, hein. C'est pour ça qu'on parle de différentiel de salaire espéré, hein, à la ligne que je pointe ici avec le pointeur, et non pas des espérances de salaire, et non pas des différentiels de salaire pardon, qui sont observés. L'information n'est pas parfaite, on essaie d'avoir des informations, des probabilités d'emploi, des probabilités de salaire dans les différentes régions. Ce que rajoute Jastat, c'est que dans le choix de décision, il n'y a pas seulement la question monétaire du salaire, il n'y a pas seulement la question de combien je vais gagner en plus si je me déplace et si je retranche le coût de ma migration, mais il y a aussi des aspects plus psychologiques, des aspects plus sociaux justement, sur qu'est-ce que je perds lorsque je quitte mon chez-moi quelque part, lorsque je quitte ma région ou mon pays d'origine, je perds des liens affectifs, je perds une sociabilité, je perds une habitude aussi par rapport à la culture dans laquelle je baignais. Et ça a un coût psychologique. Et d'après Jastat, ça peut jouer dans la décision de migrer ou de ne pas migrer justement. Alors, il y a d'autres travaux que je pourrais éventuellement vous retrouver, que j'ai pas eu le temps là de rechercher dans mes archives. Mais il y a d'autres travaux qui montrent quand même que avec le développement des nouvelles technologies, de communication, alors tous les outils que maintenant on a l'habitude d'utiliser, hein, vous savez les outils de communication, notamment où on se voit, hein, vidéo, des choses type FaceTime ou même WhatsApp vidéo, cette histoire de la distance, elle se pose quand même un peu différemment aujourd'hui, puisque malgré tout, aujourd'hui on peut beaucoup plus facilement communiquer et voir les individus, avoir une sociabilité en ligne, que évidemment il y a quelques décennies, une fois que vous aviez quitté votre région de départ ou votre pays de départ,
les liens avec votre région ou votre pays de départ étaient beaucoup plus difficiles à établir. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu différent avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, vous m'arrêtez hein, si ça va trop vite, si vous avez des questions. Alors, je sais pas si vous avez repéré d'ailleurs, mais sur votre petit personnage qui vous représente votre statut, vous pouvez très bien faire des espèces de retours, hein, et notamment dire plus lentement si jamais ça va trop vite. Bon, sinon, vous tapez un petit message dans le chat, hein, monsieur, un peu moins vite, ou alors est-ce que vous pouvez répéter? Alors, je vais laisser la parole à, je crois qu'il y avait Anaïs hein, qui avait demandé la question, qui avait demandé la parole en premier. Donc, je vais laisser la parole à Anaïs si elle a bien demandé la parole, et ensuite ce sera le tour d'Anaël, mais je laisse donc la parole à Anaïs pour commencer. Ok, c'est bon Anaïs. Donc Anaël, je te laisse la parole si tu as bien demandé la parole. Oui, monsieur, j'ai bien demandé la parole. En fait, je me demandais, comme le fait que les transports, l'avion, le train, etc., c'est devenu moins cher, est-ce que ça compte pas aussi dans ce que vous voulez dire sur les migrations voilà. Oui, c'est tout à fait juste. Le fait que les transports internationaux se soient largement développés et donc que les prix et le coût du transport international a eu tendance à chuter sur les dernières décennies, ça permettait aussi aux migrants internationaux de faire davantage de migration, enfin de circulation, pardon, enfin, de migration, pardon, qu'on appelait circulatoire, c'est-à-dire quitter son pays d'origine ou sa région d'origine, mais beaucoup plus facilement visiter, revenir pour établir des contacts plus fréquents avec sa région et sa famille ou sa sociabilité d'origine. Donc c'est une bonne remarque. J'essaierai hein, de vous retrouver un ou deux passages d'articles sur ces sujets. Alors évidemment, aujourd'hui, avec la situation dans laquelle nous sommes, on voit que ces transports internationaux peuvent être quand même fragilisés hein, par des événements type pandémie. Alors c'est quand même assez exceptionnel, mais ça servira sans doute peut-être d'avertissement à des personnes qui pensent pouvoir facilement se déplacer à l'échelle internationale, hein. Voilà. Mais ta remarque est tout à fait juste, effectivement. La diminution du coût du transport a aussi permis aux migrants internationaux d'envisager avec un peu plus de sérénité, avec un peu moins d'obstacles psychologiques, hein, d'envisager la migration. Voilà. Alors, Christopher aussi demande la parole, donc je vais couper mon micro et Christopher, je te laisse la parole. Alors Christopher, normalement tu as la parole. Et vérifie bien ton micro. Si jamais ça ne marche pas, parce que pour l'instant moi je ne t'entends pas. Si jamais ça ne marche pas, tu peux sinon taper ta question sur le chat. Voilà, là pour l'instant je te laisse la parole. Essaie de bien ouvrir ton micro. Et si ça marche pas, sinon tu tapes ta question dans le chat s'il te plaît. Ouais, Christopher, donc moi je ne t'entends toujours pas. Donc ce que je te conseille de faire, vu que là ça n'a pas l'air de fonctionner pour le moment en tout cas, c'est de mettre ta question par écrit dans le chat. Puisque là, ça fait deux ou trois fois, a priori, que tu dois tenter de communiquer, avec moi en tout cas, et que ça n'a pas l'air de passer. Donc, essaie de passer peut-être plutôt par le chat pour ta question. Alors, je regarde juste donc le dernier paragraphe ici
qui était dans le cours, et pour montrer que la prise de décision donc de la migration, qui est considérée comme individuelle dans les trois modèles précédents, hein, Lewis, Todaro et Jastat, cette prise de décision, elle peut être finalement plus collective, notamment au niveau de la famille ou de la collectivité villageoise, par exemple, ou locale. Hein, et c'est donc l'idée d'une migration là qui est plus stratégique, hein, plus collective et plus stratégique. Et le migrant est alors considéré presque comme une ressource de la collectivité qui va pouvoir aller travailler dans une autre région ou dans un autre pays et reverser une partie de ses bénéfices dans sa région de départ. Voilà. Ça, on va le creuser quand on va aborder les questions des effets des migrations sur les espaces de départ, puisque c'est la question des transferts des migrants, ce qu'on appelle les transferts des migrants. Et les transferts des migrants concernent donc toutes les sommes d'argent hein, qui sont renvoyées dans leur pays d'origine par les migrants qui travaillent à l'étranger. Alors, Christopher, ouais, ton micro semble désactivé, effectivement, ou alors éventuellement essaie de te déconnecter, reconnecter, mais sinon, encore une fois, hein, c'est peut-être un peu long et un peu fastidieux. Essaye de voir si tu peux poser ta question euh, par écrit. Là, pour le moment, tu as quitté la session, j'imagine, pour essayer de reconnecter. On va voir si ça fonctionne. Alors, en attendant que Christopher arrive à poser éventuellement sa question, est-ce qu'il y avait d'autres interrogations? Je vais mettre aussi sous les yeux les documents de cours. Alors, une petite carte hein, pour commencer. Bon là, j'espère qu'elle ne vous a pas posé spécialement de problème. Alors, c'est une carte qui est quand même censée démontrer que les migrations, alors le volume hein, des flux migratoires est représenté par la largeur des flèches. C'est assez classique dans la représentation cartographique. Donc on voit que les migrations internes aux grandes régions sont en général plus importantes que les migrations externes. Donc les migrations internes à l'Europe, qui sont représentées par ce cercle, ou internes à l'Afrique, hein, sont plus intenses, plus volumineuses que les migrations externes aux grandes régions du monde. Montrer aussi qu'il y a des pays, alors mais ça on reviendra plutôt dans les parties 2 et 3 du grand 3, que certains pays donc ont une proportion de population immigrée très importante parce qu'ils en ont besoin pour leur système économique, pour leur fonctionnement économique. Euh, donc les pays du Golfe, hein, ce qu'on appelle les pays du Golfe en particulier, ont besoin de beaucoup de travailleurs immigrés. Et on voit que d'autres régions du monde, comme le Canada, dans une moindre mesure les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont une proportion d'immigrés dans leur population qui est très importante. Alors, la définition d'immigré, je ne l'ai pas redonnée dans le préalable du grand 1. Je vous la redonne là rapidement à l'oral, mais je la renoterai dans d'autres parties du cours. Une personne immigrée, c'est une personne qui réside dans un pays tout en étant née à l'étranger, dans un autre pays. C'est en général ça qu'on prend comme définition pour une personne immigrée. C'est une personne qui réside dans un pays alors qu'elle est née dans un autre pays. Voilà, donc je pense pas trop de difficultés de lecture pour ce document 39. Le document 40 donc développe la théorie de Jastat sur le capital humain et le lien entre capital humain et décision migratoire. Alors, pour montrer notamment que si effectivement les migrations dépendent de cette volonté de rentabiliser le capital humain, il ne faut pas croire que ce sont les populations les plus pauvres et les plus précaires qui migrent le plus. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les migrants internationaux, euh, légaux en tout cas, hein, ceux qui font les migrations dans des conditions légales, sont plutôt des migrants avec un capital humain assez élevé, parce qu'il faut pouvoir espérer trouver un emploi dans le pays dans lequel on veut s'installer, et qu'il faut aussi avoir un certain niveau d'information, de connaissances et de revenus pour être capable d'entreprendre une migration. Donc la migration internationale, c'est pas tellement une migration pauvre, hein, c'est plutôt une migration de populations qui ont un certain capital humain.
Le modèle du capital humain aussi montre que c'est plutôt les jeunes générations qui vont migrer plutôt que les générations plus anciennes, notamment parce que pour espérer rentabiliser son capital humain, il faut une perspective d'emploi assez longue, hein, sur une longue période, et donc c'est plus logique que des jeunes aient tendance à migrer que des personnes plus âgées. Alors, Christopher est de retour, j'espère que ça va fonctionner cette fois. Oui, ça a l'air. Alors, voilà, Oui, je suis je te désolé, monsieur, laisse. j'avais un problème de connexion, enfin, j'arrivais pas à parler avec mon micro. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est que vous avez dit que dans le modèle de Tobaro, il explique que le marché est imparfait, déséquilibré, etc. Mais après, vous avez dit qu'il y a un autre modèle, et j'ai pas retenu l'auteur, qui explique que dans la décision des migrants, il y a des aspects socio-psychologiques, culture et habitudes. C'est quel modèle qui explique cela? Alors, je vais le remettre sous les yeux de tout le monde. J'espère que tu peux bien voir le tableau aussi. Oui, monsieur. Alors, je vais remettre ça sous les yeux de tout le monde. Donc, c'est à la fin de la première page et c'est ici. Donc, c'est le modèle de Jastat, qui a un nom impossible à prononcer. Et voilà, donc c'est dans ce modèle-là que l'idée de facteurs qui ne sont pas purement économiques, mais qui sont aussi, effectivement, comme tu l'as très bien dit, socio-psychologiques, entre en compte dans la décision migratoire. Alors la difficulté de ce type de modèle, c'est que comment est-ce qu'on fait pour évaluer des coûts sociaux ou des coûts psychologiques et qui rentreraient dans le cadre d'une décision rationnelle du type calcul coût-bénéfice. Voilà, c'est assez difficile, hein, de donner un équivalent monétaire finalement, de donner un équivalent en euros ou en dollars, hein, de la perte de la proximité de sa famille, de la perte de la proximité de ses amis. C'est quelque chose qui est relativement difficile à établir, hein. Donc c'est dans ce modèle, hein, Jastat 1962, que sont intégrées des dimensions socio-psychologiques dans la décision migratoire. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Oui, monsieur, merci. Alors, je vais donc remettre les documents pour qu'on termine tranquillement de les observer ensemble. Donc ça, la page 1, c'est bon. La page 2, donc là, c'est pareil, c'est des précisions, hein, sur les modèles de décision collective de la migration. Donc montrer que finalement, les collectivités, elles peuvent être familiales ou villageoises, peuvent décider ensemble d'envoyer des migrants pour avoir davantage de ressources pour leur communauté ou pour leur famille. Voilà. Et en particulier, ce qu'expliquent ces modèles, donc Stark et Levari en particulier, c'est qu'on voit ce type de stratégie beaucoup dans les régions rurales qui vivent de l'agriculture, parce que les revenus tirés de l'agriculture peuvent être des revenus très inégaux, qui dépendent du climat, qui dépendent de la bonne ou de la mauvaise récolte, qui dépendent aussi des prix alimentaires mondiaux sur lesquels on n'a pas beaucoup d'impact ou d'emprise. Et dans ce cas-là, en fait, bah, la communauté peut décider de diversifier ses sources de revenus, ou la famille peut décider de diversifier ses sources de revenus par l'envoi des migrants qui ont le plus de chances de trouver un travail en dehors de la région de départ. Alors évidemment, sociologiquement, ça se passe, hein, dans le cadre de familles ou de collectivités villageoises qui ont des solidarités, on pourrait presque dire un peu comme Durkheim, des solidarités mécaniques très fortes, hein, très contraignantes, et où on est capable d'imposer finalement presque la décision de migrer à un individu pour qu'il puisse bénéficier, hein, au bien-être de la collectivité ou de la famille. Alors, Christopher, qui a maintenant son micro qui fonctionne, est lancé, donc je te laisse la parole pour une autre intervention. Je me suis trompé, pardon, monsieur. Ok, pas de problème. Alors, voilà donc pour ce document 41. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a toujours pareil, s'il y a des questions sur les documents, des termes ou des expressions que vous ne comprenez pas, pardon, forcément. Et puis donc là, un exemple du coup de ces décisions collectives ou de ces migrations collectives qui ont pour but d'améliorer la situation des individus dans l'espace de départ. C'est l'exemple des migrants indiens et notamment des migrants du Kerala
dans les pays du Golfe, donc des Indiens qui vont travailler sur les chantiers en particulier, hein, dans l'immobilier, dans les pays du Golfe, mais aussi parfois entre guillemets domestiques, hein, c'est-à-dire comme employés de maison par exemple, qui vont travailler dans les pays du Golfe et qui envoient une partie de leurs revenus dans leur région d'origine. Donc ça, c'était pour avoir un exemple concret, hein, de ce type de décision collective et de migration. Bon là, une petite cartographie pour montrer quelle est la proportion, hein, pardon, pas la proportion tellement, mais le niveau, le nombre, hein, pardon, de migrants indiens dans les pays du Golfe. Voilà, donc c'était pour avoir un exemple un peu plus concret. Là, j'ai débordé un peu sur ce dernier paragraphe, hein, que j'ai indiqué ici dans le document, déborde un peu sur les prochaines parties, puisqu'il montre que grâce au transfert des migrants indiens, grâce aux revenus que les migrants indiens envoient dans leur région de départ, eh bien, vous avez des conditions de vie des familles, des collectivités dans les espaces de départ qui ont tendance à s'améliorer et qui s'améliorent plus que d'autres régions qui n'ont pas de migrants dans les pays du Golfe. Hein, donc on a bien l'idée que la migration peut être une décision stratégique et qu'elle produit des effets sur les espaces de départ. Alors Anaïs, je te laisse la parole. Oui, donc monsieur, est-ce qu'on peut parler de l'importance, enfin dans ce cas-là, de l'importance des diasporas pour les pays d'origine? Alors oui, la question des diasporas est une question intéressante. J'essaie de voir si je peux y consacrer un paragraphe ou deux dans le cours. Cela dit, au concours, c'est pas tellement des questions qui ont été explorées. J'observe toujours un peu les sujets qui sont posés à l'écrit et à l'oral, hein, pour choisir quel thème davantage développer. Et la question des diasporas, bon, elle a l'air un peu oubliée par les concepteurs des sujets. Bon, mais c'est quand même une question intéressante. Donc ce qu'on appelle diaspora, hein, c'est l'ensemble des nationaux, donc de ceux qui ont la nationalité d'un pays qui résident à l'étranger. Diaspora, alors la diaspora chinoise qui est la plus nombreuse, ou la diaspora indienne qui sont les deux plus nombreuses, ce sont toutes les personnes de nationalité chinoise et indienne et qui résident en dehors de la Chine ou de l'Inde. Et cette diaspora, effectivement, elle envoie, et donc on en reparlera dans les sous-parties suivantes, cette diaspora envoie vers les pays d'origine un certain nombre de revenus de transferts financiers. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que cette diaspora, elle permet aussi d'établir pour la Chine ou pour l'Inde, hein, des contacts partout dans le monde, des relais partout dans le monde, qui facilitent les investissements et le commerce avec tous les pays dans lesquels cette diaspora est installée. Donc, on le voit même jusqu'ici, hein, en Guadeloupe, les relais de la diaspora chinoise permettent après à des entreprises chinoises de mieux vendre et couler leurs produits dans le monde entier. Et puis la troisième chose, c'est que cette diaspora ou ces diasporas constituent ce qu'on appelle en économie, en sociologie, des réseaux, ou en géographie d'ailleurs, des réseaux, c'est-à-dire que ces diasporas vont permettre aux migrants, aux nouveaux migrants, à ceux qui se posent la question et à ceux qui prennent la décision de migrer, d'avoir des facilités à migrer dans tel ou tel espace où la diaspora est plus présente. C'est ce qu'on voit un petit peu dans les phénomènes, vous savez, des Chinatowns un peu partout dans le monde, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels la diaspora se réunit ou se regroupe, et dans ce cas-là, ça va faciliter l'intégration et l'accueil de nouveaux migrants, puisqu'ils vont arriver dans un environnement qui ne sera pas si hostile, qui ne sera pas complètement inconnu, qui sera dans un quartier dans lequel il va retrouver un peu des habitudes de son pays d'origine, et ça va lui permettre de prendre un peu le temps ensuite de pouvoir s'intégrer dans la culture et dans le pays dans lequel il arrive. Donc il y a ce triple intérêt de la diaspora, les transferts financiers, les relais pour le business, pour le commerce, pour l'investissement, et puis le fait de préparer, de faciliter la migration de nouveaux migrants une fois qu'ils partent de leur pays de départ. Donc, c'est malgré tout intéressant comme question, et encore une fois, j'essaierai pourquoi pas de remettre tout ça par écrit avec un ou deux documents pour que vous ayez une trace écrite. Voilà. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais attendre juste une petite minute, hein, mais s'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.